On poursuit les discussions sur les questions de nature qu'on a eues juste avant de déjeuner, avant notre pause déjeuner, sur un sujet qui nous semble extrêmement porteur et intéressant, qui est la question de la narration des territoires face aux grands enjeux climatiques. Donc pour ça, je tiens à remercier évidemment nos invités qui nous font plaisir d'être avec nous, que je vais présenter rapidement, mais vous aurez évidemment tout le loisir de vous présenter pendant vos temps de parole. Je commence par Alexandre Florentin, qui est conseiller municipal de la ville de Paris, qui est membre de la 8e commission environnement, climat et biodiversité. Vous avez travaillé sur le Paris 50 degrés. Soraya Amroui, vous êtes directrice générale adjointe du Grand Paris Aménagement. Merci d'être avec nous et d'avoir couru ces dernières minutes pour nous arriver juste à l'heure. Grégory Quenet, merci beaucoup aussi d'être avec nous. Vous êtes professeur et historien de l'environnement, sur lequel on va pouvoir travailler et échanger. Et Éric Daniel Lacombe, tu es donc l'architecte de cette table. Merci d'être avec nous. Tu es architecte spécialisé sur les territoires à risque, professeur et HDR à la Villette. Et tu fais partie du commissariat, évidemment, de la Biennale d'architecture de l'année prochaine, avec Jacob et Macfarlane et Martin Duplantier sur ces questions-là aussi, j'imagine. Donc on est très, très heureux de vous avoir ensemble. Je remercie aussi Léonard, avec qui on a co-construit cette table ronde, avec qui j'ai pris plaisir de travailler sur ce sujet. L'objectif, dans la suite des échanges que l'on a eus dans l'événement Architecture et Territoire, qui a été un mois et demi d'événements sur les questions d'architecture, c'est de se rendre compte que on est dans un système, évidemment, où l'effondrement de la biodiversité, la question des limites planétaires, est un sujet de plus en plus urgent. C'est quelque chose dans lequel on n'est même plus en prospective, on est dedans. Que les risques se multiplient, on le voit de plus en plus, que ce soit les risques inondations, sismiques, les questions de retrait, gonflement des argiles, les tempêtes, les tsunamis, les sécheresses, incendies, canicules. C'est un peu flippant en soi, mais en même temps on est dedans. On a un contexte géopolitique qui se complexifie aussi. Et le débat est de se dire que finalement, un peu comme notre vice-président Fabien a l'habitude de le dire, la question de la ville facile, c'est fini. On est dans un modèle qui, justement, remet en cause l'urbanisation par l'extension ou l'expansion de la ville. Mais cette logique-là, elle impose d'inventer un nouvel imaginaire qui nous oblige donc de trouver les logiques de cette narration. Et c'est assez compliqué parce que finalement la logique dans laquelle on était aujourd'hui, qui était une logique du toujours plus, du en continu, de ce courant finalement moderniste qui a été le progrès aussi de l'urbanisation des territoires, bah, il était assez agréable en soi. C'était sympa de pouvoir se dire on va où on veut, quand on veut, on habite où on veut, on peut se déplacer comme on veut et finalement il n'y a plus de limites sur lesquelles on peut aller. Et finalement, cette question des limites planétaires, elle nous interroge aujourd'hui sur ce principe et sur la façon dont on doit justement réinventer ça. Pendant les événements qui ont été initiés dans Architecture et Territoire, plusieurs événements ont été liés à ces questions-là. Lacano, Brest, au Sable d'Olonne sur la question du trait de côte, à Nice sur la question du climat, climat méditerranéen, Sable d'Olonne et Dunkerque sur la question de construire avec les risques, et Grenoble et Charenton sur les questions d'adaptation et de résilience. Évidemment, je ne les cite pas tous, mais c'est pour se rendre compte à quel point les architectes sont en capacité d'intégrer et d'interagir aujourd'hui avec ces sujets pour être force de proposition. Le progrès, c'est un courant de pensée qui se développe encore aujourd'hui dans certains courants de pensée politiques, idéologiques. Et pourtant, il y a cette question de la finitude des ressources, la finitude des territoires. Et donc, on est aujourd'hui dans une nécessité d'inventer des narrations qui donneraient justement un peu une nouvelle approche de ce courant progressiste et de cette histoire qui nous a été racontée jusqu'ici. Et donc l'objectif d'échanger avec vous aujourd'hui, c'est de se dire comment, dans ce changement de paradigme, on arrive justement à trouver les clés d'une nouvelle narration, de la mettre en place sur des territoires, dans un temps, et avec des acteurs de l'aménagement qui vont réussir à travailler ensemble. La première question que je vous lance, et je vous la lance un petit peu, Grégory, c'est de se dire pourquoi et comment créer des nouveaux imaginaires ? Comment on fait ? C'est quoi la méthode ? Comment on organise ça ?
et en quoi l'histoire environnementale peut nous apporter des réponses sur cette narration territoriale. J'espère que vous m'entendez bien, c'est un petit peu troublant tout ce bruit. Alors, dire qu'on manque d'imaginaire, ce n'est pas original, tout le monde le dit, parce qu'on sent très bien que la civilisation écologique ne fait pas rêver. C'est très étrange, parce que la civilisation industrielle a fait profondément rêver. Rouler plus vite, consommer plus, avoir plus chaud, alors même que beaucoup de choses ne fonctionnaient pas. Pourquoi ce blocage ? Ce blocage, c'est que lorsque l'on travaille sur des imaginaires écologiques, eh bien, ils n'ont pas de ce qu'on peut appeler en termes philosophiques, ils n'ont pas de prise de réel. Ils n'accrochent pas le réel. Et pourquoi n'accrochent-ils pas le réel ? C'est la question que je voudrais traiter un petit peu rapidement. Qu'est-ce que c'est une prise de réel dans l'imaginaire ? D'abord, c'est une question de méthode où le travail sur les imaginaires, il doit se faire en amont et pas après. Ce n'est jamais ce qu'on fait. On définit une solution, on a un programme d'urbanisme, etc. Et quand on commence à se rendre compte que ça ne marche pas très bien, on dit si on demandait à un artiste, si on demandait à un écrivain, vous oubliez, si vous faites ça, ça n'a aucune chance de marcher. Donc tous ceux qui le font, ce n'est pas la bonne méthode. Si vous partez de l'amont, c'est la rencontre en réalité entre plusieurs choses. C'est la rencontre entre 4 éléments. Premier élément, c'est ce qu'on appelle une communauté de destin. Le sentiment collectif de vivre à un même moment une expérience unique. C'est ce que l'on vit aujourd'hui, je pense qu'elle est là. La deuxième chose, c'est qu'il faut un horizon d'attente. Où on va ? Il n'y a pas d'horizon d'attente écologique, pour des raisons qu'il me faudrait plus de temps pour expliquer. L'écologie est la seule des grandes idéologies qui n'a pas pensé un futur et qui s'est construite sur autre chose, un modèle spatial. Elle n'a pas dessiné cet horizon d'attente vers où on va. Troisième chose qu'il faut une classe, c'est-à-dire des intérêts, des besoins, qui à un moment rencontrent ces éléments-là. C'est la fameuse classe écologique. Existe-t-elle ? Est-elle en train de se constituer ? C'est un vaste sujet. Et donc, tout ce que l'on place au centre du travail de la transition écologique, la loi, la technologie, la réglementation, en réalité, ça arrive après. Ça devrait arriver après, on fait exactement l'inverse. On commence par ça, et puis après, on cherche l'imaginaire qui va avec. Ce qui donne l'impression que la société n'est jamais adaptée. Effectivement, la société ne correspond pas au climat que l'on a, elle ne correspond pas à la loi que l'on voudrait faire passer, et on en voit toutes les conséquences. Pour cristalliser tout ça, il faut faire des enquêtes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain, les architectes le font lorsqu'ils ont un appel d'offres, un projet, et on décrit. On analyse un territoire, des habitants, des besoins, des conditions physiques et la rencontre entre tout cela. Presque l'approche sociologique, finalement. Alors, sociologique, ça mélange plein de disciplines et c'est une sorte de description épaisse où on fait à nouveau parler le monde. Le problème, c'est que la nature, pendant des siècles, a beaucoup parlé, avec des esprits, avec des éléments magiques, avec des intermédiaires, des porte-paroles, et elle est devenue silencieuse, elle s'est tue. Donc il faut faire un travail d'enquête sur ce monde qui est devenu inconnu. Alors peut-être que je peux donner un exemple de travail, un exemple très concret pour ne pas avoir l'air d'un chercheur abstrait dans sa tour d'ivoire, ce que je suis par ailleurs, évidemment, puisque je suis quelqu'un qui, à votre différence de vous, qui ne prend jamais aucune décision et qui n'a jamais aucun projet à mener. Donc c'est extrêmement confortable. Néanmoins, il m'arrive parfois de faire des choses. J'ai lancé un observatoire pour la demeure historique, un observatoire qui s'appelle Monuments historiques et développement durable. La demeure historique, c'est la plus vieille association française de propriétaires de monuments historiques classés inscrits. 3000 propriétaires, donc traduisez 3000 châteaux, les plus beaux de France. C'est un monde qui est vent debout contre l'écologie. Les éoliennes, le paysage, l'isolation, l'authenticité du bâtiment, bon, plus des raisons politiques. Eh bien, on est en train de basculer vers un nouveau type d'imaginaire. Pourquoi est-ce qu'ils ont changé ? D'abord parce qu'il faut des besoins. Aujourd'hui, il faut inventer de nouveaux modèles économiques pour conserver ces monuments et les entretenir. Il faut aller chercher de l'argent ailleurs. Deuxième chose, il y a une crise de la transmission. Les jeunes, les petits-enfants, les enfants n'ont plus envie de reprendre et donc il faut les faire rêver et leur montrer qu'un engagement environnemental et climatique peut se traduire dans un lieu comme ça. C'est un élément. Et enfin, il faut travailler sur la forme et la redéfinir. L'idée, elle est extrêmement simple. Il n'y a pas un monument historique en France, pas un château, qui n'ait ou qui n'avait des bois, des étangs, des rivières, des champs, des fermes,
des prêts. Toute cette part-là n'a jamais été prise en compte par le monde du patrimoine culturel, qui ne travaille que sur le bâti. Et donc l'idée, c'est de d'écologiser le château en créant un imaginaire qui est positif, qui rencontre ses besoins, et d'avoir un effet de levier. Et pour une idée de, quand on fait cette démarche qui a commencé par un travail de description de la puissance, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est quelque chose qui n'avait jamais été calculé, c'est que si on met ensemble ces 3000 adhérents, vous savez combien d'hectares ça mobilise? 300 000 hectares. C'est 300 000 hectares. Qui peut dire aujourd'hui, je peux mettre en mouvement 300 000 hectares, terre de liens par comparaison, qui existe depuis 20 ans, qui a dans l'installation de jeunes agriculteurs, c'est 13 000 hectares au bout de 20 ans. Mais pour ça, il a fallu travailler sur un imaginaire, c'est-à-dire changer l'imaginaire du château, mais par la démarche que vient de vous expliquer, qui, encore une fois, je m'excuse de le dire, n'est absolument pas ce qu'on fait. Alors, au regard de cette approche, Soraya, vous êtes dans le très concret, pour le coup, puisque vous êtes sur un projet qui était initié bien avant nous, qui sera là bien après nous, cette idée du Grand Paris, le Grand Paris qui résonne dans cette idée justement du toujours plus, finalement. On va dans le plus grand, initialement. Comment est-ce que, au quotidien, on travaille sur un territoire comme le vôtre pour mettre en place des projets qui, justement, ont connu une approche théorique qui a évolué dans le temps, qui a connu différentes postures, différents dogmes, qui, en même temps, a aussi comme objectif de loger la quantité, de loger les habitants sur ce territoire, au regard de ces enjeux, et comment justement est-ce que cet imaginaire créé autour du Grand Paris se renouvelle au regard de ces questions environnementales? Bonjour à tous. C'est une question qui pourrait nécessiter des heures d'intervention, mais je voudrais un peu réagir en même temps que je vous écoute à ce qui vient d'être dit. Et je peux partager en tout cas le fait que notre imaginaire collectif autour de la fabrique de la ville est quand même un peu en déconstruction. Si je me place vraiment du point de vue de l'aménageur au sens strict, je pense qu'il était peut-être plus simple intellectuellement pour un aménageur encore il y a une trentaine d'années, ou peut-être il y a 60 ans à la création de Grand Paris Aménagement, de la FTRP, de se projeter vers un objectif collectif. Il était assez simple, l'objectif collectif, c'était résorber des bidonvilles, produire du logement pas cher qui améliorait la situation individuelle des habitants de l'Île-de-France. Et finalement, il y avait accroché à ça un certain nombre de concepts qui pouvaient être des concepts architecturaux, des principes urbains qui pouvaient s'appliquer, mais qui ne détournaient pas finalement l'objectif premier, qui venait en soutien à cet objectif premier. Aujourd'hui, cet objectif premier, déjà, je ne sais même pas s'il est partagé à l'échelle de l'Île-de-France, à la fois par la communauté des professionnels. J'en sais très discuté entre nous, de savoir est-ce qu'on a envie de produire du logement, est-ce que c'est pour ça qu'on fait le métier, quelle que soit la partie du métier que l'on fait. Du côté des donneurs d'ordre public, est-ce que c'est un objectif porté par les collectivités locales aujourd'hui de développer l'offre de logement? C'est quand même beaucoup plus mesuré, je pense, selon les collectivités avec qui on discute, et même au niveau plus étatique. C'est aussi une question qui peut se poser aujourd'hui. Selon qu'on écoute les uns ou les autres, on n'a pas forcément la même réponse à cette question. Peut-être le besoin de logement, quelque chose qui est partagé, la nécessité de produire du logement, certainement beaucoup moins. Donc là, déjà, ce premier point, en fait, il questionne forcément notre façon, nous les aménageurs, qui sommes des grosses machines, qui venons dérouler une mécanique opérationnelle à partir d'une idée commune. Forcément, ça rend plus difficile l'activité. Et effectivement, je dirais que petit à petit, les enjeux environnementaux sont venus transformer notre façon de faire les projets au point qu'ils deviennent pour un certain nombre de nos équipes et pour un certain nombre d'entre nous l'objectif premier de la mission de l'aménageur, sans forcément que tout le modèle ait fait sa révolution et ait rendu possible l'atteinte de cet objectif ou en tout cas la mise en priorité de cet objectif par rapport à d'autres enjeux des projets. Donc s'agissant du Grand Paris, je pense qu'il y a aujourd'hui l'idée du Grand Paris, il y a 15 ans et encore, je suis très mal placée pour parler de ça parce que moi je suis un aménageur dans le Grand Paris, il y en a des dizaines, il y a une collectivité, il y a une intercommunalité chargée de agglomérer un destin commun autour de cette métropole. Il y a la région, il y a les communes à l'intérieur de ça, il y a Paris, c'est tout un ensemble d'acteurs qui sont mieux placés que moi pour parler de ça, mais je dirais quand même qu'on voit bien qu'en cours, rien que des 10 dernières années, le fait métropolitain
à Paris ou ailleurs, en France, n'est plus une notion, n'est plus un objectif commun partagé en matière d'aménagement. Peut-être vous demandiez en 2015 quelle était la meilleure organisation territoriale possible. Beaucoup de gens auraient répondu de manière conjointe, c'est le fait métropolitain. Il faut faire monter en puissance la métropole comme étant un mode d'organisation qui va être économe en moyens, qui va être rationnel, qui va nous permettre de donner plus de services, qui va aider aussi à être pertinent dans une compétition européenne ou mondiale du point de vue économique, et on a un intérêt à faire grossir ces objets-là. Et puis, si on regarde aujourd'hui, on ne parle plus de ça. Aujourd'hui, on dit que la ville moyenne, c'est un échelon important, que les communes, elles doivent exister dans ce fait intercommunal. Enfin, il est très remis en question. Donc, du point de vue de l'aménageur, il faut être assez élastique quand même pour arriver à accompagner ces différents mouvements et à garder quand même un certain nombre, une vision stratégique autour des projets. Comment vous expliquez justement le changement de position sur ce regard du fait métropolitain ? Déjà, il se confronte au réel. Je pense que aux aspirations des gens. Je ne veux pas faire de psychologie de comptoir, mais on voit bien que ce qui s'est passé entre les grands bouleversements, les grandes crises économiques, le Covid, notre mode de vie très urbain a des externalités positives, mais il a aussi des externalités négatives. Et le changement climatique vient encore plus questionner cette organisation-là. On voit bien que nos villes aujourd'hui très denses sont quand même très mal adaptées à ce qui arrive. On l'a tous ressenti plus ou moins fortement, que ce soit par une situation de canicule, une inondation dans notre environnement proche. Et en Ile-de-France, on en connaît très régulièrement dans des contextes urbains où il y a aussi des décès. On n'est pas du tout, on peut le voir à la télévision en regardant les événements récents qui se sont passés en Espagne. Rien que tout ça, ça nous amène à re-questionner la qualité de vie qu'on peut avoir en habitant dans une métropole très dense. Et donc ça pousse tous les donneurs d'ordre à faire évoluer leur vision de ce développement urbain. Et ça, c'est quand même très intéressant, même si c'est pas simple. Et dans cette optique-là, comment vous faites évoluer, vous, vos cahiers des charges, justement, sur les futures zones à bâtir ? Comment vous intégrez cette posture pour faire évoluer le modèle d'habitat qui, malgré tout, est nécessaire, puisque la nécessité de loger est là, ouais. Et on doit loger. Ça fait partie des besoins. Je crois qu'il y a un peu les deux jambes aujourd'hui. Il y a l'adaptation et l'atténuation qu'on essaie de mettre en œuvre dans tous nos projets. Donc le premier geste, on va dire, du point de vue de l'aménageur, c'est de s'interroger sur le sens de l'intervention. Est-ce qu'on est au bon endroit ? Et donc on a, nous, ces dernières années, il y a des projets qu'on a abandonnés. Alors on le fait sans en faire des caisses sur le sujet, mais il y a des projets qui avaient été montés il y a une petite dizaine d'années, qui sortaient pas bien. Et c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, ça répondait pas à un besoin. On était sur des sites en extension compliqués, avec une volonté politique qui n'était pas complètement affirmée autour des projets, des oppositions fortes. Et tout ça, ça amène quand même à reconsidérer, et ça nous a amené à décider d'abandonner certains projets. Et c'est vrai que sur les nouvelles opérations qu'on lance, on est très attentif à ça. Et pour moi, ça dépasse la question de la ZAN. La ZAN, c'est un peu le premier objet autour de notre impact en tant que producteur de carbone. Voilà, il y a aussi toute cette question de l'évolution du climat et de ce qu'elle peut vouloir dire en termes de bonne intervention. C'est sûr qu'il y a des opérations aujourd'hui qu'on a dans le portefeuille dont je me dis que si on devait les lancer aujourd'hui, on ne le ferait pas. Parce qu'elles sont sur des sites qui sont dans des zones encore inondables, même si on a inventé des systèmes pour les rendre fonctionnels malgré des contextes de crue. Aujourd'hui, je pense qu'on s'interrogerait différemment à lancer ces opérations si on en avait la possibilité. Et à mon sens, c'est quelque chose qui doit influencer assez fortement le choix des donneurs d'ordre. On le voit, en Ile-de-France, nous on le fait, mais on a plein d'exemples. Je pense ce qui s'est passé à la presqu'île de Caen avec la décision des collectivités de remettre en question la réalisation d'un projet qui en fait poser de vraies questions de risque d'inondation et de capacité à faire fonctionner durablement, à construire durablement une offre de logement dans des secteurs qui sont menacés par le risque de submersion. Je pense que c'est des réflexions qui vont être de plus en plus importantes chez les opérateurs. Et puis évidemment, il y a la question de l'adaptation avec des mesures qu'on prenait déjà dans nos opérations mais qu'on amplifie. Avec un rôle finalement de venir accompagner une forme de plus grande résilience du territoire francilien
quand on intervient, je sais pas, à Charenton, où on est sur un site qui est 100% imperméabilisé aujourd'hui, à la fin, on a peut-être retrouvé le sol naturel sur une partie de l'opération et on a recréé, on a réduit l'effet d'îlot de chaleur de ce secteur. Bah, on va dans le sens de ce qu'on a envie de faire, même si on est en zone très dense, hyper contrainte. C'est ce type d'action qu'on va mener. Ouais. Je rebondis sur la posture politique qui justement est nécessaire pour accompagner ces changements de questions de territoire. Alexandre, vous qui êtes élu au sein d'une ville comme Paris, évidemment avec une histoire, avec un patrimoine, avec une économie qui est en place, comment est-ce qu'on aborde de manière politique au sein d'un conseil des questions qui sont ces questions de changement de narration? Comment est-ce qu'on en discute ensemble? Comment est-ce qu'on produit des outils et que l'on travaille par exemple sur le Paris 50 degrés sur lequel vous avez travaillé pour pouvoir justement prendre des postures politiques et ensuite enclencher des prises de décision qui sont évidemment dans des temps de décision de prise de temps de mandat au regard d'une accélération environnementale, mais aussi des projets qui sont beaucoup plus longs, eux, dans le temps que le temps politique. Comment on fait? On sort le marteau-piqueur. Pour changer la sorte de cristallisation qu'il y a à l'heure actuelle entre les forces politiques et qui ne sont finalement qu'une traduction de ces batailles d'imaginaire. Et avant de répondre plus précisément à votre question, moi, dans ma compréhension, en fait, historiquement, on est passé d'imaginaire religieux à un imaginaire autour de la science et du progrès, à un imaginaire autour de la consommation, et maintenant, on est dans la phase surconsommation, mais cet imaginaire de la surconsommation et de la croissance à tout prix, il est en train de s'effriter. Parce qu'il a des inconvénients qui sont beaucoup trop importants. Alors, on continue le presse-citron, ça fait des bernards dans tous les sens, ça fait plein de maladies, etc. Mais on continue. Donc, comment on fait? Alors, c'est pas parce que j'ai été étudiant de Grégory Kennet il y a 15 ans. C'est vrai qu'on aurait pu le dire. Mais il faut repartir du réel. C'est-à-dire que la mission Paris à 50 degrés, il y avait plusieurs écueils. Parce que quand vous regardez la manière dont les scientifiques parlent de ces sujets-là, ou même certains politiques au niveau national, ils vont parler de plus 4 degrés. Alors bon, plus 4 degrés, ok, bon bah génial, je vais enlever mon pull. Ils vont vous dire il y a des équivalents climatiques, on va avoir le climat de Séville à Paris, génial, les tapas, flamenco. Bon, super. Ou alors on nous dit 2050, on nous dit 2100. On nous dit bah, génial, moi je serai plus là en 2100, en 2050, je vais m'y mettre en 2049. Et donc il y a besoin d'un travail d'enquête. C'est exactement ça la méthode qu'on a appliquée. Moi, dans le 13e arrondissement, j'ai interviewé une quarantaine d'acteurs du terrain, non pas pour leur demander ce qu'ils pensaient d'un scénario à plus 4 degrés, mais pour leur demander comment ils vivent maintenant les canicules. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on avait plein de témoignages. Vous avez une fleuriste qui vous raconte qu'elle a déjà peur de sa facture d'électricité parce qu'elle a besoin de clim pour son business et elle se demande à quel point elle va pouvoir continuer. C'est un responsable d'un hôpital qui découvre pendant l'entretien que, en fait, oui, une climatisation, ça a une température max de fonctionnement et qu'au dernier record de température, il est passé proche d'un arrêt de la climatisation dans son hôpital et dans sa salle d'opération. Et c'est tout ça qui ensuite vous permet de montrer à toutes les forces politiques en présence, qu'elles soient représentées, mais il ne faut pas oublier non plus les abstentionnistes dans cette histoire, et bien en fait là on est dans le réel. Et à partir de là, on peut commencer à se projeter. On peut commencer à leur dire, mais vous vous rendez compte que les canicules là, il y en a de plus en plus, elles sont de plus en plus chaudes, oui. Et bien avec le changement climatique, on peut avoir du 50 degrés, on peut avoir du 45, du 48, du 50 degrés, des 3 semaines, des canicules en juin, en septembre, ça pose déjà des problèmes pour les écoles, etc. Et là, il y a une écoute qui n'est déjà plus du tout la même. Et à partir de là, on peut construire quelque chose ensemble et des choses qui vont rebattre les cartes. Par exemple, il y a un projet en ce moment qui a été construit sur un toit en zinc de l'Académie du climat, vous pouvez le visiter. On y a mis une terrasse en bois par-dessus. Je vous laisse regarder, je ne veux pas dire de bêtises devant un parterre sans doute très fortement composé d'architectes. Ça tient. On est quand même sympa. Ça tient. Trop sympa.
nos chers amis, les architectes des Bâtiments de France, ont accepté que le projet puisse se faire parce que c'est prévu dans le budget qu'il soit démonté. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein. Moi, je serai là-bas dans 3 à 5 ans quand on dira qu'il faudra le démonter pour que ça ne soit pas démonté. Et qu'on puisse se dire, bah oui, ok, peut-être que demain, on pourra passer de toit en toit comme ça par des terrasses et avoir des nouveaux espaces collectifs qui s'ouvrent. Et ça, quand on vous le dit comme ça, il y a des gens qui se disent oui, de toute façon, on n'aura pas l'argent, on n'aura pas ci, on n'aura pas ça. Et puis, oui, bah alors c'est quoi l'autre alternative? On va tous cramer dans des anciennes chambres de bonne, hein, parce qu'il y en a aussi des architectes qui ont acheté aux derniers étages et donc là, commencent à se dire oh putain, merde, en fait, il va faire super chaud. Est-ce que je vais pouvoir revendre, etc. Donc il y en a qui vous disent bah oui, l'alternative, c'est que ce soit considéré comme inhabitable. Super. Et c'est là où vous avez une discussion qui ne devient plus du tout rationnelle et qui est basée sur une question hyper importante qui est à quoi sont attachés les gens. Si vous arrivez à comprendre ça territoire par territoire, là vous avez un levier qui est énormissime parce que c'est une question qui est beaucoup plus intéressante que celle des renoncements et de la décroissance et qu'est-ce qu'on va arrêter de faire. Là, posons-nous la question de qu'est-ce qui est important pour bien vivre ensemble et comment est-ce qu'on va se mettre à s'organiser, comment est-ce qu'on va s'organiser très différemment pour continuer à le faire vivre et à le protéger. Et ensuite, par rapport au coût parti, donc on en a un pas très loin qui s'appelle la tour triangle. Bah, là, c'est très symptomatique de la compréhension des différentes personnes sur le degré d'urgence et le degré donc, de radicalité. Tour Triangle, qui est un projet qui date de finalement quelques années déjà. Finalement. Il y a quelques années, mais pas si longtemps que ça. Hein. On a encore des projets qui sortent de terre qui ne sont plus adaptés au climat actuel et encore moins au climat de demain. C'est un problème de réglementation, c'est un problème dans tous les acteurs de votre profession. Donc là, vous avez quand même un petit aggiornamento à faire parce que je suis désolé, mais c'est quand même des trucs qu'on sait depuis les années 70. Hein. Donc vous ne pouvez pas dire ah, ouais, la réglementation, je ne sais pas quoi. C'est pareil côté politique. Hein. Ce projet-là, il existe parce qu'il y a eu un vote de Madame Hidalgo et de Madame Dati. Donc c'est pareil, cet imaginaire-là de il faut une tour, alors elle est un peu moins phallique que les autres certes, mais c'est quand même, ça va être une aberration absolument incroyable. Et donc il va falloir se battre. Comment on renouvelle l'imaginaire des nouveaux projets? Parce que finalement, à partir de ces constats, du travail que vous avez fait dans Paris 50 degrés, vous êtes, vous, en tant qu'élu, sur un objet patrimonial, la ville de Paris, avec effectivement, quand vous posiez la question de qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut préserver. Le patrimoine est un des premiers points, j'imagine, sur lequel il y a des freins qui peuvent arriver. Oui, ça bute. Mais pourtant, quand vous voyez les architectes des Bâtiments de France en off, quand il n'y a plus les comptes rendus de réunions, etc., ils vous disent, bah, en fait, notre vrai problème, c'est qu'on n'est que 10 pour tout Paris et que le nombre de, comment on dit, de dépôts préalables, c'est ça, a augmenté. De demandes d'urbanisme. De demandes en tout genre a augmenté. Ils vous disent, bah oui, mais nous, on n'a pas augmenté. Et on voit bien que les architectes nous demandent des trucs de plus en plus innovants. Ils testent, tout le monde teste dans la profession, c'est normal. Mais sauf qu'en fait, à aucun moment, on s'est dit, bah voilà, un bâtiment haussmannien, pour prendre celui-là, voilà, demain, son dessin, voilà à quoi il doit ressembler demain pour être adapté. Et sinon, moi, j'aimerais bien savoir qui va payer les pots cassés, parce que pendant ce temps-là, il y a des gens qui meurent. Quand vous habitez au dernier étage, vous avez 4 fois plus de chances de mourir de chaud. Alors Eric, je ne vais pas te demander si c'est toi qui paye les pots cassés ou qui paye tout court, mais sur la question de la réinvention architecturale, il y a un autre micro là. Comme tu veux. Bah, comme tu veux. Non. Sur la question de l'invention architecturale et de l'imaginaire qui doit à la fois entremêler une autre approche de l'histoire de l'environnement, une question d'aménagement du territoire à grande échelle et en même temps d'un échange avec les acteurs politiques. Comment est-ce que l'architecte arrive, et les architectes en général, à renouveler une pensée qui découle du modernisme, du postmodernisme, vers une nouvelle narration qui intègre ces questions de thématiques environnementales? Merci pour ce passage à un moment où ça devenait compliqué. Et c'est généralement là que les architectes arrivent, c'est quand on commence à taper sur les pots cassés, sur la politique, sur l'environnement. Moi, je suis ravi de jouer ce rôle-là. Je suis aussi ravi que l'imaginaire soit convoqué dans la question. C'est tellement rare que je crois que c'est la présence de Quenet
qui fait que cette question-là arrive, et elle est très rarement posée. Encore plus sur la question environnementale ou la question des catastrophes naturelles. Si je regarde l'imaginaire qui m'est convoqué, pour dire l'imaginaire pour un architecte, c'est les images. C'est ça qu'on fabrique et c'est ça que de temps en temps on construit. L'imaginaire qui m'est convoqué ici, c'est un maire, un architecte, un cœur. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Bon, pour l'instant, je n'embrasse pas tous les maires avec qui je travaille et je n'ai pas toujours le cœur qui bat. Mais c'est symétrique ou ça ne l'est pas. Mais c'est quand même l'imaginaire qu'on nous propose de tenir ici. Donc oui, j'aimerais dire que notre métier d'architecte serait peut-être, si j'inverse la question, pourquoi faut-il fabriquer des imaginaires au moment où on est dans cette rupture écologique? Et pour la dire encore autrement, puisque je travaille beaucoup sur les catastrophes naturelles, est-ce que fabriquer un imaginaire par temps d'inondation, ça serait offrir à un maire une culture de la prudence pour que le ménagement des lieux de ses habitants, de son territoire, devienne moins vulnérable? Voilà ce que j'aimerais dire en premier, et voilà ce que j'ai l'impression de faire quand je travaille sur les plus grandes catastrophes en France ou à l'étranger. En gros, pourquoi les architectes seraient responsables de la fabrication d'un imaginaire? Quel est-il et en sont-ils capables? Et de ce point de vue-là, Grégory Quenet nous dit quand même pas d'artistes. Où est-ce qu'on est, nous, à côté des artistes? L'architecture est quand même un art. Donc je voudrais, là, en 5 minutes, prendre ma part sur cette question de la transformation. La transformation, c'est la question de la rupture. Ça ne s'est pas passé qu'une fois, la rupture que nous avons aujourd'hui avec, disons-le simplement, les inondations. Prenons un autre exemple dans l'histoire. Quand Palladio, 1508-1580, autour de Venise, est appelé comme architecte parce que les Vénitiens sont en train de perdre leur grand aménagement de Venise, c'est-à-dire les ports, il propose un imaginaire à ceux qui perdent la mer pour rentrer dans les terres. Et comme les gars avaient des grandes fortunes et qui veulent se faire des palais, il leur propose un imaginaire qui est la vie d'un empereur romain. On aime les maisons de Palladio, la Rotonda, la Moser, toutes ces maisons magnifiques, parce qu'elles représentent une nouvelle vie qui vous est donnée. Vous perdez un truc, mais on vous en propose un autre. C'est ça, hein, les inondations. On perd, qu'est-ce qu'on gagne? Pour être sûr qu'il soit bien compris, il demande à un artiste qui s'appelle Véronèse de peindre à l'intérieur des murs des maisons la nouvelle vie qui vous attend, comme des panneaux publicitaires. Si vous n'avez pas compris que vous avez perdu le bateau, que vous devenez un berger, un fermier et que vous vous engagez dans une agriculture, ce n'est pas la peine de reculer. Je veux dire par là que qu'est-ce qui nous arrive aujourd'hui avec la submersion, avec les canicules, où il va falloir remonter dans les reliefs, les submersions, rentrer dans les terres, avec Valence. Est-ce que l'inondation va fabriquer un imaginaire? Non. Et on confond en ce moment la solidarité, qui dure un temps, pardon de le dire comme ça, mais je vais à Valence et j'ai commenté Valence pendant 10 jours, la solidarité des gens qui, collectivement, ont enlevé la boue des rues, enlevé les voitures, récupéré les corps, ne suffira pas à fabriquer un imaginaire de la catastrophe, parce que, la catastrophe a des récurrences ou des occurrences qui sont à oublier pour chacun par des situations de déni, un retour à l'identique trop pressant, et donc ça ne fera pas ce que l'on cherche, un imaginaire qui nous mettrait en prudence de la catastrophe d'après. Quand je suis dans les vallées de la Roya, désigné comme architecte après un concours, pour aider 10 villages, et je redessine, je comprends bien que la Vésubie, la Roya, la solidarité du début, n'était plus là au moment où Alex, presque oublié, s'est transformé dans la tempête Aline 3 ans après. Mais c'est évident, disons qu'on prenne une catastrophe tous les 4 ans, ce qui est à peu près ce qui nous arrive, tous les 4 ans. Ça veut dire que ça fait 4 ans par 54 semaines, moins 3 semaines où on est vraiment embêté. C'est ça le Pas-de-Calais aussi. Ça veut dire 4 fois 54, moins 3, disons 260 et quelques, moins 3 semaines. Ça veut dire qu'il vous en reste 257 où vous n'avez pas envie de penser à la catastrophe. Et 3 semaines où vous êtes avec la catastrophe. Il est donc évident que la question de l'imaginaire se porte
sur le plus grand nombre et pas sur le plus petit nombre, même s'il est fracassant, terrible et désastreux. Une fois qu'on a dit ça, quand je suis à Mandelieu, puisque chacun a donné un exemple concret, avec le maire de Mandelieu, qui m'appelle au moment où la première catastrophe est celle de la réglementation. Je suis aux côtés des services de l'État pour lui annoncer qu'au nom de la catastrophe de 2015, puis celle de 2019, vous voyez, je prends des exemples à 4 ans pour bien me faire comprendre, qui s'est passé 2 fois en 2019, 80% de la surface de sa ville va être classée rouge, inconstructible, inondable. Quand vous arrivez... C'est vrai ? C'est raide. C'est raide, mais c'est vrai. Et quand vous arrivez à La Réunion, c'est raide et c'est vrai. Et donc, que fait un architecte ? Il fabrique l'évolution de son territoire sur ce qu'il est encore possible de faire. On lui propose des solutions de réduction de vulnérabilité, c'est-à-dire que je prends une eau qui est dans le Riou pour 30 à 40%, que je déplace latéralement dans un verger, qu'on arrive à racheter 17 hectares. Et cette eau va pouvoir ainsi, par le chemin d'un deuxième fleuve, la Siagne, retourner à la rivière. On décale l'arrivée de la crue, on décale les fréquences, les hauteurs et les vitesses. On réduit donc le risque, mais on est toujours avec de l'eau. Cet ouvrage-là, de passer dans les vergers, qui deviendra un jardin public pour les temps de non-inondation et pour les temps de catastrophes caniculaires. L'inondation, la canicule, c'est à peu près la même chose. À Valence, l'eau qu'ils ont prise n'empêchera pas la sécheresse dramatique et le manque d'eau en ressources cet été, puisque l'eau de la catastrophe de Valence est déjà dans la Méditerranée. Le dessin du déplacement de l'eau ne fabrique pas un imaginaire pour les habitants de Mandelieu. Ils vont se dire, c'est déjà mieux que je propose un jardin public, c'est mieux qu'un bassin de rétention comme un objet technique entouré d'un grillage où personne n'a accès. C'est mieux qu'un barrage dont on pense qu'il donne l'illusion d'une mise à l'abri en totalité. Regardez celui de Houston quand il a failli céder ou celui de Derna quand il a cédé. Ça ne fabrique pas des imaginaires. Donc nos objets techniques, j'essaye de répondre sur la modernité, ne fabriquent pas les imaginaires. Les objets d'illusion, les utopies de Thomas More ne fabriquent pas les imaginaires. Qu'est-ce qui fabrique l'imaginaire ? Eh bien, c'est la pratique quotidienne des hommes. C'est la pratique du rapport au vivant. C'est là où le grand aménagement du Grand Paris m'intéresse, c'est la vie ordinaire. Et donc j'ai proposé à Mandelieu que le jardin soit le point de départ d'une balade, d'une promenade. Dans ces vergers, on a même des animaux. Le maire a failli me dire, laissons les animaux, mais ne mettons pas les humains. Vous voyez, comme s'il y avait un danger à mettre des humains dans le jardin pour qu'ils soient emportés. Pardon, mais les images de la semaine dernière en Ardèche, il y a un mois, on voit tous la vache comme ça qui flotte. On était presque plus inquiets pour elle, évidemment, que les voitures ou les humains. Donc ce rapport humain-non humain est très intéressant. Et cette promenade part de la Terre, à un endroit où elle sera mouillée, pour rejoindre la Méditerranée. Et la grande idée qu'on a proposée, c'est de monter sur un volcan qui s'appelle le Sampère, qui est un des volcans des plus intéressants de toute la Méditerranée. Je dis bien des volcans comme on a en Sicile, comme on a après dans les Stérelles. C'est le début d'une découverte géologique. Du volcan, vous montez, ça vous donne des indications sur l'ensemble des failles sismiques à observer. N'oublions pas qu'on a l'inondation, on a la canicule, on a aussi les tremblements de terre, on aura un jour le tsunami. Cette promenade vous met donc à l'écart de la mer, à l'observation des lieux, à la prudence et au contact du milieu sensible, et fait qu'on est en train, de cette promenade-là, de faire comprendre aux habitants qu'on a reculé, vous voyez, au sens symbolique du terme, qu'on s'est protégé, qu'on comprend le milieu dans lequel on est, alors que chaque fois que ça casse, on me demande toujours la même chose, Eric, fais-nous un abri plus solide et plus étanche. Oui, il faut être à l'abri, oui, il faut être au monde de la nature qui nous entoure, parce que si on ne la comprend pas, il est normal qu'on en soit surpris à chacun de ces mouvements. Ça fait des dessins auxquels vous pouvez mêler les collèges, les écoles, les profs de sciences nat. Maintenant, on dit SVT. Mais moi, j'aurais pu être le prof de Quenet. Vous voyez, je ne suis pas comme l'élu. Donc, on a bien des générations qui divèrent. Et on est dans un jeu. Si on est en train de passer de la mer à la terre, Nice a été construit comme ça, une fois vers la terre, une fois vers la mer, et demain, il devra retourner vers les terres.
C'est évident. Les territoires habitables, je sais qu'Arnaud en a marre, les territoires habitables de Nice seront les montagnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que mettre un pied dans la montagne quand on est au bord de la mer, c'est pas idiot. Mais la montagne elle-même, les neiges étaient interdites au XVIIe siècle, inventées poétiquement avec la littérature au XVIIIe, pratiquées par l'alpinisme au XIXe, continuées par le ski au XXe, et demain, sans neige, vous voyez bien, il va falloir inventer, non, je viens de gagner 2 villages dans les montagnes, non de dire aux maires, vous n'avez plus de neige, on ne va pas vous inventer un imaginaire, et bien c'est bien ça qu'il faut faire, c'est pas leur dire on arrête les stations de ski, notre métier c'est d'inventer un imaginaire de la montagne qui vient d'être sur 4 siècles déjà inventé. Voilà, c'est la suite de ça qu'il faut simplement développer, et les architectes sont pas mal, parce qu'ils savent écouter, ils savent aller sur place, et de temps en temps, ils refont des images qui permettent de dire oui ou non, exactement comme vous l'avez dit. D'ailleurs, il y a 20 ans, j'étais déjà dans des associations contre la tour Triangle au nom de l'imaginaire qu'elle engageait. Donc, voilà ce que je pouvais dire dans un tunnel un peu long. Mais, non, c'était pas... Bon, on pourrait en discuter pendant des heures, tellement le sujet est vaste et complexe. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir que effectivement, c'est évident pour nous, en tant qu'architectes, qu'on a des réponses à toutes ces questions. Par contre, c'est vrai que ce qu'on comprend souvent mal, c'est comment Grégory, Soraya, Alexandre, vous attendez justement des architectes, qu'on vous accompagne selon vos disciplines, chacun d'entre vous, sur cette production de l'imaginaire. Qu'est-ce que les architectes, qu'est-ce que vous attendez des architectes et comment on peut vous aider justement dans chacun de vos champs disciplinaires à faire émerger ce futur? Il y a une première réponse qu'Éric Daniel Lacombe vient de donner, qui rejoint ce que disait Alexandre, c'est qu'il faut commencer par faire des enquêtes. C'est presque un cours d'histoire ce que tu as fait. D'ailleurs, une question très simple, hein. Tout ce temps que tu as passé, est-ce que tu es payé pour ça? Est-ce que c'est prévu quand il y a un appel à projet? Non. Le temps d'un appel à projet ne permet pas de faire ça. Et cette enquête, elle doit être interdisciplinaire. C'est sympa, Grégory, de rappeler ce genre de choses. Mais oui. Non, mais c'est une vraie question de transformation. Ce qui coûterait beaucoup moins cher que ce que coûte un projet mal réalisé et mal pensé. Mais on dit non, on n'a pas d'argent pour ça. Bon. De même qu'on n'a pas d'argent pour ce qui se passe après la livraison du bâtiment, alors que la maintenance, c'est une des clés, mais c'est un autre sujet. Donc, commençons par faire ce travail d'enquête. Et ce travail d'enquête, il doit être pluridisciplinaire. Et c'est là que les artistes sont importants. Ce que je critiquais, c'est quand les artistes arrivent à la fin. Mais l'art est une manière de faire des enquêtes sur le monde, avec un autre langage, et qui fait surgir des choses qu'on ne voit pas. Et moi, je le pratique beaucoup avec des artistes. Et là où l'architecture est intéressante, c'est que par rapport à la question que Soraya Amri soulevait, qui était de dire finalement, on n'a pas d'horizon d'attente, puisque vous dites, le Grand Paris, on ne sait pas vers où on va. Ce qui s'appelle ne pas avoir d'horizon d'attente, tout simplement. Eh bien, on ne va pas attendre un Hegel ou un Marx de l'Anthropocène qui va nous dire quel est votre horizon d'attente. On va commencer par faire des enquêtes, et il arrivera peut-être après. Et dans ces enquêtes-là, ce qui est très important, c'est que je pense qu'aujourd'hui, l'architecture, c'est un véritable laboratoire. C'est un véritable laboratoire de la transformation du monde. Pourquoi? Parce qu'on a une granularité qui est fine. On n'est pas sur les grands concepts. Et l'architecture, c'est une forme qui a la capacité à articuler un intérieur et un extérieur. Et c'est justement ce qu'on ne sait plus faire aujourd'hui. Comment articuler un intérieur et un extérieur. En ce sens-là, le mot de risque, il est intéressant. Risque, hasard, c'est des mots arabes qui veulent dire plus ou moins par l'étymologie, c'est jouer au dé. Le risque, on s'est habitué à dire, c'est on est dans sa maison, on est un marchand florentin du XVe siècle et on joue au dé en pariant sur combien de bateaux dans lesquels on a investi vont arriver à bon port et combien d'argent on va gagner. Eh bien, le changement, c'est qu'on n'est plus en train de jouer au dé. La catastrophe, elle est dans la maison. Il n'y a plus de différence entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une porosité. C'est le sujet du pavillon français, la Biennale de Venise d'ailleurs. Et dans ce cas-là, ça change tout. Et on peut travailler ensemble. Soraya, cet horizon d'attente, alors, comment on peut vous accompagner à développer encore plus pour répondre malgré tout à ces questions que vous vous posez au quotidien? Évidemment, on attend. On continue d'avancer. On n'attend pas. Je dirais qu'un grand destin nous soit révélé pour avancer sur les projets. On essaie de le construire au quotidien, très concrètement, avec des élus qui ont envie d'avancer avec nous sur les projets. Et moi, je trouve que l'architecte, effectivement, c'est un des artistes du projet. Je dirais que cette question de l'imaginaire, elle se co-construit et que c'est un des acteurs dont on attend ça, concrètement. S'il s'agit simplement... aujourd'hui, la phase de conception d'un projet collectif
que nous avons envie de réaliser, elle ne peut pas se faire sans une association très anticipée très tôt de l'architecte. L'idée d'un projet finalement qui a maturé politiquement, où les collectivités ont avancé avec leurs habitants et qui arrive au moment où il faut faire un plan guide, en fait, n'a aucune réalité. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui nous confronte, qu'on se retrouve dans des situations où un plan guide va prendre 1 an, 2 ans, alors que c'est une mission de 4 mois, contractuellement. Donc oui, il y a cette phase de co-construction collective où l'architecte, il est là aussi pour accompagner finalement la conception concrète du projet, mais aussi le récit commun autour de l'opération, qui va donner envie d'aller au bout de ce projet et qui va vraiment répondre à des aspirations collectives. Ça, c'est sûr que tout seul, on ne peut pas le faire. Alors, on ne peut pas ignorer ce besoin-là et on est partie prenante à ça, mais on a besoin de l'architecte également pour le construire. Je dirais que le sel que rajoute le changement climatique, c'est quand même qu'en plus de cette absence d'horizon, il y a quand même une difficulté pour nous à nous projeter sur la bonne ville, celle qui va être durable, celle qui va vraiment être résiliente, celle qui va vraiment gérer ce risque, parce qu'évidemment, il y a le risque grave, avec l'occurrence plus ou moins rare, la crue centenale, peut-être maintenant c'est tous les 4 ans sur certains événements, mais c'est aussi une évolution globale de notre climat et un changement avec des effets cumulés qu'on n'arrive pas complètement aujourd'hui à maîtriser, dont on sait qu'elles vont rendre un certain nombre de nos aménagements non résilients, et encore aujourd'hui. Et là-dessus, la réglementation comme la planification n'ont pas encore tout à fait intégré ça, et l'intégreront difficilement. Un plan de prévention du risque inondation, ça ne traite pas le changement climatique et l'effet d'augmentation du risque inondation lié au changement climatique. Ça existait bien avant et c'est basé sur des éléments de référence qui ne sont pas ceux-là. Donc, voilà, pour revenir à votre question, cet imaginaire, on le crée ensemble. Je pense qu'il est très perturbé par le changement et en même temps, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure, c'est l'occasion peut-être de construire un imaginaire positif et non pas un imaginaire d'abandon. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu ça quand même dans notre imaginaire collectif. Le changement climatique, c'est l'idée d'abandonner un certain nombre de modes de vie, c'est l'idée d'abandonner une certaine facilité dans notre quotidien, abandonner la voiture, abandonner d'aller loin, abandonner de voyager, abandonner de beaucoup de choses, et recréer dans nos projets un désir collectif d'une vie différente, en fait. Une vie peut-être plus proche de la nature, plus fondée sur des solutions simples, plus lisibles pour tous et un peu plus sociale, en fait, peut-être, qui permet une intégration plus forte de chacun en fonction du stade de sa vie et de ses capacités. C'est peut-être quelque chose qu'on peut vouloir ensemble. Alors, pour clôturer, Alexandre, mot de la fin sur l'approche politique, parce que au sein du Conseil national de l'Ordre des architectes et avec les conseils régionaux, l'objectif est évidemment d'échanger avec l'ensemble des acteurs décisionnels du territoire. C'est bien pour ça justement qu'on est sur un principe d'un maire, un architecte. Dans ce travail de désir possible futur à travailler ensemble, quel mot de la fin sur l'ensemble de ce qu'on vient de se dire dans une approche politique d'action pour le futur? Un des avantages de l'adaptation au changement climatique, c'est que c'est plus facile pour tout un chacun de comprendre pourquoi il va falloir agir. L'atténuation, c'est toujours des trucs loin, c'est pas notre territoire, c'est loin dans le temps, etc. Mais quand on parle de l'adaptation, là, il y a plus d'écoute. Et d'ailleurs, ce mot-là, il est apparu dans le champ de manière beaucoup plus rapide que l'atténuation dont on galérait depuis les années 70 quand même. Là, moi, j'ai l'impression que vous avez une fenêtre de tir, une fenêtre d'écoute, parce que il y a quand même pas mal d'écuries qui commencent à se lancer pour les élections de 2026. Et par exemple, dans le cas parisien, moi, j'ai une question que je me pose, mais à laquelle je ne sais pas répondre, qui est celle de comment loger sans construire. Moi, si demain, il y a l'ordre des architectes qui, au niveau national, ose poser la question et apporter des éléments de réponse. Question qui a été posée finalement déjà. Ouais, mais concrètement. Ça va être chaud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait derrière, ça veut dire qu'il faut obliger parce que en fait traduire. Marjane, tu voulais pardon. Traduire loger par construire.
Déjà, c'est un problème en soi. Tu l'as dit à un Une moment des donné. premières équations à poser, effectivement. Bah oui, mais en fait, là, on est face à un problème qui... on a tous ces problèmes-là à se poser parce qu'on n'a pas posé les problèmes différemment. Donc là, on est obligé de le faire. Et ça va... Cette question-là, elle est immense, mais je vais vous en donner une autre qui est chère à mon cœur et qui, pour moi, est plus palpable. C'est qu'on nous dit que pour adapter les villes, il va falloir faire beaucoup plus de place au monde végétal. D'accord. Il y a eu beaucoup de travaux à Paris dans ce sens-là. L'étape d'après, c'est quand même d'avoir des plantes grimpantes sur les façades, y compris les façades historiques. Et j'insiste sur le fait qu'elles soient grimpantes et pas des trucs ultra technologiques, etc., qui à la moindre canicule vont arrêter de fonctionner, vont mourir. Si on pousse le raisonnement, l'étape d'après, c'est qui va entretenir? Est-ce que c'est la collectivité? Donc là, on est reparti pour un coup de, en fait, il faut de la croissance économique pour pouvoir payer ça. Ou bien est-ce qu'on se dit, en fait, il va falloir qu'on change notre rapport au travail et au temps pour se dégager du temps, pourquoi pas jusqu'à une journée par semaine, qu'on collectivise pour prendre soin localement de ce monde végétal, mais on pourrait l'étendre aussi au fait de passer, d'avoir plus d'adultes dans les écoles, plus d'adultes dans les EHPAD, etc. Et ça va être un vecteur de lien social qui est énormissime et qui en plus va nous ralentir notre système de destruction qui est globalement le modèle économique actuel. Et ça se raconte, ça se dessine aussi. Et je trouve que effectivement là je comprends bien le côté en fait on n'arrive pas à passer le pas. Parce qu'on nous dit qu'il faut lâcher telle liane, mais en fait on n'a pas encore senti la liane d'après. Donc voilà, ça pourrait être une direction. Passer de 5 à 4 jours pour se libérer une journée collective. Merci beaucoup. On arrive malheureusement au temps de la fin. Je sais qu'Éric voulait nous donner un petit mot, mais on va le faire en off. Ah pardon, tu veux... Oui, non, je voulais juste apporter une petite précision sur ce que vous disiez, c'est comment on va faire pour loger à Paris sans construire. C'est quand même un sujet que le Conseil de l'Ordre national porte depuis très longtemps sur la question de la réhabilitation, sur la question de rénover, de la transformation de bureaux en logements, arrêter de démolir. C'est un sujet duquel les architectes se sont emparés depuis très longtemps. Il y avait ce matin une table ronde sur la question du réemploi, mais on a rappelé quand même que le premier réemploi, c'est bien le réemploi de bâtiments et de mètres carrés construits, et que si on veut aussi une approche décarbonée de la construction, c'est bien arrêter de démolir, s'appuyer sur les objets carbonés déjà construits pour pouvoir transformer et y compris faire des extensions en hauteur ou en bas, mais en tout cas conserver l'existant. Donc la réponse, elle est sur la table et elle doit être portée. Je sais qu'à Paris, elle est quand même plutôt bien portée. Et il y a des questions aussi sur les surélévations d'immeubles, et le PLU bioclimatique va dans ce sens-là. Donc, mais c'est l'une des réponses la plus évidente qu'on a à apporter. Merci beaucoup à vous toutes et tous. C'était passionnant. C'était un peu frustrant parce qu'on a envie de continuer. Merci à vous quatre. Merci à vous d'être présents.